Les puissances occidentales qui ont donc décidé effectivement de s'attaquer à la République démocratique du Congo, Abdelaziz Konaté, à la suite du docteur Yamtimba, bien sûr comprendre comment le Rwanda, même si le docteur Yamtimba l'a dit, c'est juste un fait valoir, le Rwanda, qui, entre guillemets, terrorise la RDC, mais on parle de mercenariat international, mais face à cela, la responsabilité également du gouvernement congolais est interrogée. Au-delà même de la responsabilité, en réalité, Madame Sikindoumbé, Oui. J'invite, si le peuple congolais nous écoute au travers de votre média, dont je ne doute point, à se souvenir très rapidement, mais alors urgemment même, de quelque chose qui semble s'être déplacé simplement par la force des vents pour venir s'installer du côté du Congo. Les démons du Niger, avec l'épisode Bazoum. C'est-à-dire que nous avons pratiquement la même situation, avec peut-être un Bazoum légèrement plus intelligent que l'autre. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir Tshisekedi. C'est-à-dire que c'est un Bazoum 2, mais en version légèrement un peu plus intelligente. C'est un véritable, c'est l'expression parfaite de ce qu'on appelle des collabos. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer en RD Congo, il me semble que le docteur a magnifiquement brossé le tableau. En fait, il ne faut pas passer par 4 chemins pour dire que Tshisekedi est dans la continuité de l'œuvre de ce que, effectivement, son feu père avait entamé, avec bien évidemment ses maîtres qui l'ont installé là. Maintenant, on présente un visage, celui-là d'un président qui veut en découdre, mais dans le fond, en toile de fond, ce n'est pas du tout ce qui est. Pourquoi vous le dites? Quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer actuellement au Congo, quand vous voyez depuis son arrivée les décisions qui ont été prises, tant sur le plan d'abord de la souveraineté du Congo, que sur l'état même de la défense du Congo, quand vous voyez les accords qui ont été signés avec le Congo, quand vous voyez les possibilités qu'ils avaient, et le dernier en date a été énuméré tout à l'heure par le docteur concernant la Russie, quand vous voyez... Tout le monde sait aujourd'hui que le contrepoids à cet impérialisme-là, c'est aujourd'hui la Russie en tête de proue, avec bien évidemment tous les autres pays du Sud. Tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde veut aujourd'hui avoir à traiter avec la Russie. D'ailleurs, la preuve, c'est que ces pays, le Soudan et autres machins, sont aujourd'hui en train de renforcer leur coopération avec ce pays-là. Parce et si on avait encore, si besoin l'était encore de le prouver, on le voit suffisamment dans le Sahel, avec l'AES, l'espace AES aujourd'hui, qui redevient un espace vivable pour les populations. Donc la question ne se pose même pas, en réalité. Mais vous savez, l'Afrique centrale particulièrement souffre de démons rebelles. Et là, je parle de l'Afrique centrale. Et il sera extrêmement difficile d'exorciser cette Afrique centrale-là quand on sait, en réalité, ce qu'elle représente pour le bloc impérialiste. Je suis même tenté de dire que c'est le ventre mou de cette situation dont l'Afrique veut se débarrasser. Parce que si l'Afrique centrale arrive à trouver les bonnes solutions, croyez-moi, l'Afrique est totalement libérée. Et ça ne va pas être une chose facile. Je pense que la stratégie qui veut la stratégie de la terre brûlée est parfaitement appliquée par le bloc impérialiste sur le continent africain, à savoir lâcher certaines prises pour venir mieux se reconcentrer là où les intérêts les plus importants sont. Et malheureusement pour nous, c'est en Afrique centrale. Parce qu'il faut se dire que sur les 30 km² là, plus de 70% des richesses de ces 30 km² là se retrouvent dans ce bloc-là. Sur les 30 km² que représente le continent africain, plus de 70% de ces richesses se retrouvent dans ce bloc-là, Afrique centrale. Ou alors si vous élargissez la CEAC, tous les pays de la CEAC. Voilà où se retrouve le gros des richesses de l'Afrique. Donc, on peut perdre le Sahel, on peut encore s'amuser, ça peut être encore acceptable. On peut peut-être perdre un peu du côté de l'Afrique australe, c'est pas trop grave, ou l'Afrique orientale, mais l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, c'est à la limite le morceau le plus difficile à croquer. Et c'est pour cela que
une génération de dirigeants, pas seulement de l'ancienne génération, mais même de la nôtre, vont s'inscrire dans la continuité de quelque chose dont l'Afrique souhaite se débarrasser définitivement. Pas seulement l'ancienne génération, la nôtre aussi. Et même peut-être celle de nos enfants. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas le taureau par les cornes. Parce que quand vous voyez les actions qui sont faites du côté de la RDC, faites le bilan de M. Tshisekedi, son premier mandat, qu'est-ce que ça a donné? Tshisekedi est arrivé, on sait le moyen par lequel il est arrivé au pouvoir. Qui le maintient au pouvoir? Ça a été démontré par A plus B que ces forces internationales, notamment la MONUSCO et machin, et ceci et cela, onusiennes, ne sont en réalité que des faire-valoir ou des relais efficaces de ces structures-là, notamment de l'OTAN et de toutes ces autres forces impérialistes-là. Ça a été prouvé plus que les armes, généralement, passent par eux, c'est eux qui donnent même généralement le renseignement militaire, c'est eux. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de faire une communication de façade pour dire que le Rwanda, mais ce n'est pas une nouveauté. De savoir que le Rwanda est en train d'entrer, ou bien que celui qui est comme ça, on le sait depuis au moins une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années. On ne va pas nous ressasser les mêmes choses tous les jours, sans aller dans le fond. Voilà la stratégie en réalité. Tshisekedi a vendu le Congo. Parce qu'il lui-même... Est-ce que ce n'est pas un peu fort? Vous dites que non. Tshisekedi a vendu vous savez, l'histoire nous dira, Madame Sikenombe, l'histoire nous dira, s'ils arrivent à leur projet de scission, l'histoire nous dira quels sont les véritables acteurs. Si ça arrive, ce qu'on ne souhaite pas, ce projet de scission, tel que c'est en train de se construire, et avec l'arrivée encore des ultra-conservateurs comme les Donald Trump aux États-Unis, et avec leur politique de prédation. Parce que derrière ça, ce qu'il faut voir effectivement, comme il l'a dit, ce sont les multinationales étrangères, notamment les grosses boîtes. On parle aujourd'hui de plus en plus de véhicules électriques, on parle aujourd'hui de plus en plus de toutes ces choses-là. Mais il faut bien de cette matière première-là pour pouvoir effectivement faire vivre cette industrie qui s'annonce être comme l'industrie du changement. Et l'un des premiers consommateurs, ne l'oubliez jamais, c'est la Chine, qui est massivement représentée à l'est du Congo. On vous dit qu'il y a des zones là-bas où l'État n'est même pas représenté. Il y a des zones là-bas où ça dit que la route n'est même jamais arrivée là-bas. Oui. Mais vous avez des Chinois qui sont implantés là-bas, qui ont des bases, qui ont de ceci, qui ont de cela. Vous avez toutes ces multinationales-là, qui font les ordinateurs, qui font toutes ces choses-là, sont là-bas. Ils ont créé même des pistes d'aéroport là-bas, où le produit est directement chargé dans des cargos, des avions cargo pour des destinations étrangères. Quand ce n'est pas en train de transiter vers la Tanzanie ou l'Ouganda ou bien le Rwanda même pour aller être certifié, comment vous voulez que si on veut résoudre un problème? Ce n'est que récemment qu'ils ont fait semblant de commencer plus ou moins à résoudre ce problème. C'est-à-dire que vous avez de l'eau chez vous. Oui. Je viens sur votre territoire, je prends cette bouteille d'eau, mais je vais la faire certifier plutôt chez le voisin. Parce qu'il faut une certification. Alors, vous vous rendez compte que la plupart des certifications des matières premières qui sont au Congo, les bureaux de certification se retrouvent dans les pays frontaliers, notamment la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et autres. Le Congo lui-même ne certifie pas, n'a pas. Ce n'est que récemment, parce qu'ils ont fait un peu de tapage, on leur a lâché un petit morceau. Ce n'est que récemment. Jusqu'à récemment, le Congo ne certifiait pas son cobalt. Ça dit qu'il ne pouvait pas le vendre sur le marché international sans qu'il ne passe par le bureau de certification, un peu comme ce que nous avons Veritas ici, au niveau de l'Ouganda, ou bien alors du Rwanda, ou bien de la Tanzanie. En signalant que le nom que vous venez de citer veut dire que nous n'avons pas de certification locale. Nous n'avons pas. Ouais. C'est-à-dire que si vous voulez vendre votre matière première, il vous faut un certificat. Et il faut aller le prendre chez le pays voisin, qui lui n'a pas cette ressource-là. Comment est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que celui qui vous donne le certificat n'a aucune ressource. Mais lui, il est le patron de chez vous. Mais lui, il est votre patron. C'est lui qui dit que ok, c'est bon, c'est validé, tu peux aller vendre sur le marché international. Voilà ce qu'ils ont fait. Bon, alors donc quand vous avez des situations comme celle-là, on n'est pas trop dur. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. Vous savez, quand vous avez des gens qui sont des ennemis du progrès et du développement de l'émancipation africaine, il faut les dénoncer. Avec véhémence, il ne faut pas habiller les mots. C'est aussi à ça que sert votre média. Les Tshisekedi, ce sont des collabos purs et durs. Qui ont même, je vous dis, le temps nous dira s'ils arrivent à leur projet de scission
à l'est du Congo, on nous dira qui ont été les acteurs principaux dans cette affaire. Et vous ne soyez pas surpris que des noms comme celui de Tshisekedi y apparaissent. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de nous présenter, c'est de la pure comédie. Mais attends, vous ne pouvez pas imaginer, je dis restons même seulement à 100 millions. Comment j'ai 100 millions de personnes chez moi, l'autre là, il a à peine 16 millions. Oui. Et il pose des actions de nuisance qui arrivent à pouvoir me faire perdre le sommeil. Pendant des années. Mais attendez, même l'armée seulement même du Congo, c'est-à-dire que ça veut dire que... Mais ce n'est même pas... Mais justement, c'est ça, parce vous que imaginez, c'est pas compréhensible. Mais c'est pas compréhensible. Justement, avec les richesses que vous avez, même en échange, comme les pays de l'AES sont en train de le faire. Oui. Les pays de l'AES n'ont pas d'argent. Mais ils ont fait des échanges standards avec la Russie. Argent contre matières premières, matériaux contre matières premières. Logistique, autant pour moi. Mais c'est des schémas aujourd'hui, des montages aujourd'hui qui se font facilement. Encore que vous avez justement des pays comme la Russie qui, indépendamment de quelques armements types qui sont propres à leur utilisation personnelle, qu'ils ne vendent pas, qu'ils n'exportent pas, les Russes vendent tout. C'est-à-dire que vous voulez même un S-600, si vous avez les moyens de leur payer, ou bien si vous arrivez à vous entendre, ils vous donnent des S-600. Ils vous donnent des chasseurs, des Sukhoi. Donc rien n'explique que vous avez une armée aujourd'hui, qui soit sous-armée, qui n'ait pas le matériel nécessaire adéquat, ne serait-ce que des drones pour pouvoir au moins vous donner du renseignement et tout le reste, et que vous ayez fait former une armée dans un pays aussi grand et avec des ressources qui sont adossées sur votre sous-sol que vous portez en tant qu'un président. C'est le b.a.-ba. Il n'y a même pas besoin d'aller faire géostratégie ou bien d'aller, je ne sais pas moi, dans quelle école ou bien être un expert en quoi pour comprendre ça. Mettez n'importe quel kidam de la planète à la tête de la République du Congo, c'est les premières actions qu'il va poser. Si c'est quelqu'un qui vient vraiment pour l'intérêt du Congo. Donc on ne peut pas être tendre. Quand on est en train de voir des familles entières en train d'être décimées par supposons même que les M23 là, ils sont même 20 000. Même 30 000. Ouais. Est-ce que c'est suffisant pour déstabiliser un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés comme le Congo? 2,5 millions. 2,5 millions. Il faut qu'on soit sérieux à un moment ou à un autre et on comprend donc là que je vous avais dit ici que Tshisekedi n'est qu'un danseur de Ndombolo et ça n'a jamais changé. Je vous l'avais dit, sur votre plateau et vous voyez que le temps est en train de nous le confirmer. C'est un danseur de Ndombolo et les Congolais. Non, il est le président des États-Unis, il n'est pas le président des Congolais. Il est le président des forces extérieures, il est le président des impérialistes, il n'est pas le président des Congolais. Et Tshisekedi, sa dernière préoccupation, c'est la vie des Congolais. Parce que si la préoccupation des Congolais était véritablement au cœur de son programme, Tshisekedi ne serait pas en train de laisser ces gens-là s'agiter comme ils sont en train de s'agiter, parce qu'il avait une occasion en or. Et moi, vous savez, pour moi, la fracture dès la position que j'ai vue qu'ils ont prise avec la Russie. Oui. Après qu'eux-mêmes se sont engagés, j'ai compris très rapidement à qui on avait affaire, et pour moi, c'était la rupture. Donc que les Congolais ne s'attendent à rien venant de Tshisekedi, à rien de bon. Ça va aller comme ça va aller là. Je ne sais pas combien d'années il lui reste encore à la tête de l'État du Congo, mais que les Congolais s'attendent au pire, s'apprêtent au pire. Et le projet, ce fameux projet de scission qu'avait porté son père, risque de voir le jour sous Tshisekedi. Et c'est ce que les Congolais, l'histoire du Congo retiendra de lui. C'est tout ce qu'il faut dire. Après, on va venir, on va habiller ça de toutes les complaisances diplomatiques. Vous savez, à un moment ou à un autre, il faut dire les choses telles qu'elles sont, Madame Sikenoubé. Parce qu'il faut que nos dirigeants sachent qu'on les regarde et ils sont face à l'histoire. Les actes qu'ils posent, demain, ils vont répondre de cela. Et ce qui est bien, c'est que M. Tshisekedi est plus ou moins de notre génération. Oui. Donc, on vivra cela ensemble demain. Et il aura des comptes à répondre. Comment vous pouvez comprendre, et je sortirai par là, que dans un pays, le Congo, cette zone-là, la RDC Congo, est sur le continent africain et dans le monde, l'un des espaces qui présente les indices de fécondité les plus élevés. C'est-à-dire que les taux de natalité là-bas sont exponentiels. Même les 200 millions dont on est en train de parler là-dessus, on est en train de sous-estimer. Les gars doivent même être peut-être à 300-350 millions d'habitants. C'est possible. Mais même apprendre des pygmées dans la forêt, les former, les donner des armes, c'est pas compliqué d'avoir une armée d'1 million de soldats là-bas au Congo. Donc il faut à un moment ou à un autre qu'on redevienne sérieux. Et vraiment les projets, un peu comme celui que le docteur Yama est en train de porter, de porter des 10 000 panafricains dans les parlements africains, on ne va jamais voir le jour dans des pays comme ça si on continue à avoir ce type de dirigeants. Et qu'on va être complaisant avec eux.